ordinateur. Ok, ça marche. Voilà. Et là, je lance le direct. Oui, comme ça je Attends, ça regarde me en dit même qu'il n'avait pas l'autorisation. Ah tiens, attends, ça me fait un bug comme la dernière fois. Pourquoi? Attends, on va voir si j'arrête l'enregistrement. temps. Ok, pas de- ok, super. Right. C'est tout bon. C'est tout bon, on est bon. Ouais. On est en live, hein. Bonjour Salut Virginie. Aurélie. Super, super, on se retrouve pour une autre séance. Je sais qu'il y a des gens qui attendent avec impatience de te retrouver chaque semaine. Donc, super, on va pouvoir avoir la chance de discuter d'une thématique super importante. Parce que bon, quand on réfléchit un petit peu à ce qu'on a envie de partager, c'est vrai que on aime bien partager la réalité des personnes qui te suivent. Et en l'occurrence, là, une thématique importante qui revient souvent, c'est des personnes qui viennent et qui disent, ben, j'ai l'impression d'être un peu, souvent c'est des femmes qui disent, j'ai l'impression d'être la seule à essayer. Ça peut être aussi des hommes, hein, parce qu'il y en a aussi des couples, et il y a aussi des hommes qui viennent à Orléans, mais très souvent, c'est souvent les femmes. Donc, tu veux faire avancer ton couple, tu es là, bon, ben, j'aimerais bien que ça change. Tu ouvres la discussion, tu amènes la discussion, euh, tu partages ton point de vue, tes envies, tes voilà. Et qu'est-ce qui se passe très souvent? La personne en face se ferme, se braque, part, évite, fuit. Euh, et que donc on se retrouve avec cette personne qui se retrouve dans cette sensation de la seule à vouloir que ça bouge, à vouloir faire des efforts. Et Oui, là, voilà, c'est l'idée, bah, est-ce que je vais toute décourageant. seule à porter? C'est décourageant. C'est ça, Et c'est souvent la question, voilà, la question qui se pose, c'est mais est-ce que ça vaut le coup finalement? Est-ce que ça vaut le coup pour moi de me lancer dans une démarche de transformation de mon couple, de changement, d'accompagnement, de coaching, si je suis en fait un peu la seule, dans mon impression, hein, d'après la personne, je suis la seule à vouloir que ça change. Mm. Je suis la seule à faire les efforts. Si je suis la seule à porter ça. Ouais. C'est en effet un sujet qui revient souvent dans la reliance amoureuse. Et ce que je peux remarquer, c'est que ça peut susciter beaucoup de tristesse. Ça peut susciter beaucoup de découragement. Mais ça peut Mhm. susciter aussi de la frustration, parce que la plupart des personnes qui viennent travailler avec nous dans la reliance, ce sont des personnes qui ont vraiment à cœur de sauver la relation, de pouvoir retrouver un équilibre familial, de couple, et puis se retrouver soi aussi, parce que des fois on se rend compte à quel point on s'est perdu dans la relation. Et donc la plupart des femmes, alors comme tu disais, il y a aussi les hommes et les couples, mais il y a quand même la principale partie en termes de pourcentage, ce sont les femmes qui viennent à nous, et ce sont des femmes qui ont vraiment à cœur, tu vois, de sauver la relation, qui se retroussent les manches, qui tentent plein de choses. D'ailleurs, souvent, la reliance amoureuse, c'est on vient avec vous parce que il y a d'autres techniques qu'on a tentées mais qui n'ont pas marché, ou alors, voilà, je suis épuisée, j'arrive pas à obtenir les résultats que je veux. Donc souvent, le profil de femmes qui vient à nous, c'est des femmes qui ont déjà tenté des choses et qui sont déjà dans cette posture d'être fatiguées en fait de tenter, et frustrées, voire même très en colère de voir que souvent le partenaire en face ne fait rien. Et ça crée beaucoup de problèmes et beaucoup de questionnements, parce que c'est en effet, comme tu le dis, Virginie, le questionnement c'est, mais à quoi bon ça sert que je me lance dans quelque chose si au final l'autre ne suit pas? Il y a comme une forme d'injustice, tu vois, souvent ça vient aussi toucher dans ce truc de, mais c'est pas juste en fait, c'est pas juste que ce soit toujours moi qui dois me retrousser les manches, qui dois faire des efforts, et donc ouais, ça peut susciter beaucoup de colère. Mais par contre, c'est ça la magie aussi quand on rentre dans la reliance amoureuse, c'est de se dire que en fait le processus par lequel on va passer, que ce soit la communication bienveillante, que ce soit la gestion des émotions, que ce soit la guérison des blessures, euh, ou
j'ai envie de dire plein d'autres choses, parce que ça, c'est les bases, mais il y a tellement d'outils qu'on transmet dans la reliance amoureuse. Ça, c'est ce qui permet, en fait, pour une personne, un membre de couple, de pouvoir faire déjà évoluer la dynamique. Parce que moi-même, dans différents couples, quand on était en phase de crise, euh, je faisais partie des personnes qui tentaient des choses pour pouvoir améliorer la relation. Et je me disais, mais ça me saoule parce que j'ai beau vouloir communiquer, j'ai beau vouloir faire des tentatives, l'autre se braque et l'autre, à la limite, prend encore plus la fuite et n'a pas du tout envie d'être dans cette démarche de collaboration avec moi pour améliorer les choses. Et, et ça, c'est hyper souffrant pour une femme, mais ça pourrait être pareil pour un homme. C'est hyper souffrant en tant qu'humain de se dire, mince, la personne que l'on aime n'a pas envie de s'impliquer dans le fait d'améliorer la relation. Alors Ouais. pourquoi? C'est important de comprendre pourquoi. Oui, je pense que c'est super important d'aller un petit peu dans le détail, parce que là, on décrit une perspective ressentie de la part d'un des deux du Ouais, couple. Et ouais, c'est important, là, quand on a présenté, là, je voulais juste tenir à signaler, voilà, parce que c'est important de comprendre ça aussi, de se sentir écouté dans sa perspective. Mais il faut comprendre aussi ce qui se passe dans la dynamique. ouais. Quand on a l'impression de se retrouver face à un mur, souvent il y a des femmes qui disent ça, j'ai l'impression d'être face à un mur. Qu'est-ce qui se passe réellement? Hmm. Alors, ça va venir. Là, on va aborder au final, on, on va aborder les profils d'attachement. Ça, c'est important d'en parler et ça, on l'approfondit à fond aussi dans la reliance amoureuse. C'est que quand on a, par exemple, des blessures d'enfance, que ce soit des blessures d'abandon, de rejet ou de trahison, ce qui va se passer, c'est que on va développer un profil d'attachement insécure. Et quand on a un profil d'attachement insécure, en général, on attire inconsciemment à nous un autre partenaire qui va aussi avoir un profil d'attachement insécure. Mais ça va pas être le même profil, puisqu'il existe plusieurs profils d'insécurité. Il en existe trois. Je vais parler de la configuration la plus courante et la plus souffrante. Souvent, je, 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 je dis souvent parce que je ne veux pas généraliser, mais bien souvent, les personnes qui sont moteurs pour faire des thérapies, pour trouver des solutions, ce sont des personnes qui ont un profil d'attachement anxieux. Donc, c'est des personnes qui ont peur de l'abandon, qui sont toujours dans, OK, comment je peux faire mieux, comment je peux faire plus. Euh, j'ai cette anxiété que l'autre me quitte, et donc il faut que je fasse un maximum de choses. Et souvent, les profils anxieux vont attirer un profil d'attachement insécure qui est le fuyant. Ça veut pas, on peut avoir deux anxieux ensemble, on peut avoir deux fuyants ensemble, mais le profil le plus souffrant en termes de couple, c'est quand on a un anxieux et un fuyant, parce que il n'y a pas du tout les mêmes fonctionnements pour se protéger. L'anxieuse, elle va avoir besoin d'être rassurée, elle va avoir besoin d'avoir des preuves d'amour constantes, sinon elle se sent angoissée, elle va être traversée par ses peurs. Le problème, c'est que quand on est avec un profil insécure qui est fuyant, ce trop-là qu'on a en nous, c'est ce qui va faire flipper le partenaire. Parce que un profil fuyant, c'est aussi une personne qui tente de se protéger parce que elle a grandi dans un environnement, souvent dans son enfance, qui était insécure dans le sens où un enfant qui développe un profil d'attachement fuyant, c'est un enfant qui n'a pas eu l'espace nécessaire pour pouvoir s'exprimer librement et en toute sécurité. Donc, un enfant qui se sent pas libre de s'exprimer, qui se sent pas en sécurité d'être lui-même, il va refouler ses émotions, il va tout enfouir en lui et il va avoir énormément de mal à l'âge adulte de pouvoir exprimer ses émotions par peur. Il va avoir du mal
à être expressif et surtout, il va avoir cette tendance à vouloir régulièrement s'isoler pour se retrouver. Sauf que, en général, quelqu'un qui est fuyant, ben, pour se protéger justement des émotions, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour lui de parler des émotions, ça lui fait peur, ça le met extrêmement mal à l'aise, et pourtant c'est ce que l'anxieux en termes de profil a besoin. Donc l'anxieux, quand il a besoin de se sécuriser, il veut parler. Et il veut parler beaucoup, et il faut parler tout de suite maintenant. Alors que le fuyant, c'est on ne parle pas tout de suite maintenant, j'ai besoin de m'isoler, d'être dans ma bulle, et on reparlera éventuellement plus tard. Mais du coup, dans ce mode de fonctionnement, on a deux personnes qui sont quelque part en mode survie, qui sont en insécurité et qui développent des stratégies différentes pour se sécuriser à nouveau. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à voir le partenaire comme un ennemi, parce qu'on se dit, mais plus il s'éloigne, plus moi je suis dans mes peurs, et plus j'ai envie de m'accrocher, et plus je m'accroche, et plus l'autre s'éloigne encore plus. Donc, qu'est-ce qui fait que souvent, on a cette sensation d'être seul, on a cette sensation de ne pas être écouté ou comprise ou soutenue, c'est parce que, en fait, notre partenaire se renferme dans sa bulle pour se protéger, parce qu'il a peur de se livrer, il a peur d'exprimer ses émotions. Et j'ai même des personnes en profil fuyant dans la reliance amoureuse qui m'ont avoué, certains hommes qui m'ont dit, mais Aurélie, en fait, quand ma compagne euh, veut parler sérieusement, je suis tétanisée. À ce moment-là, il y a tout qui se fiche dans mon corps. Je suis en incapacité de penser. Je suis en incapacité de pouvoir dire les choses. Et j'ai un client qui m'a même dit, mais Aurélie, ma femme, je l'aime. J'avais envie de lui dire que je l'aime. J'ai envie de lui dire que j'ai envie que ça fonctionne. Mais il était complètement coupé émotionnellement. Il était tétanisé. Et du coup, sa femme se retrouvait en face de lui avec son sac pour dire je m'en vais. Et il était en incapacité de pouvoir lui dire, mais en fait, je t'aime et il faut qu'on trouve une solution parce que justement, euh, à ce moment-là, être dans le flot d'émotions, il savait plus comment faire. Il était insécure. Donc, dans la reliance amoureuse, c'est pas parce que l'autre n'a pas envie de faire bouger les choses que c'est vrai. Ça peut paraître de je m'en fous, ça peut paraître de fais ce que tu veux, moi ça me concerne pas, mais bien souvent c'est juste que l'autre a peur. L'autre a extrêmement peur de se dévoiler et de souffrir en fait. Et donc c'est pour ça que dans la reliance amoureuse, ce que je dis c'est on ne peut pas forcer l'autre à changer, mais par contre on peut montrer l'exemple du changement pour ensuite lui donner envie de faire un pas vers nous et de faire un pas aussi vers une transformation. Et bien souvent c'est ça qui est beau dans la reliance, c'est que il y a certaines personnes qui rentrent en se disant bah, je fais la démarche moi parce que l'autre n'a pas envie de la faire. Et c'est déjà arrivé à de nombreuses reprises que au bout de quelques semaines, parce que il y a des prises de conscience énormes qu'on transmet dans la reliance amoureuse, la personne se dit oh, mais je me rendais pas compte que en fait dans ma manière de communiquer, je le faisais fuir. Je me rendais pas compte que dans ma manière de communiquer, ça activait son système de défense. Je me rendais pas compte que dans ma manière de communiquer, quand j'étais sous l'émotion, en fait, je lui faisais peur ou je l'étouffais. Et donc, euh, la reliance amoureuse, c'est déjà se sauver soi. C'est de se dire, je peux pas sauver l'autre, je peux pas faire en sorte que ça fonctionne si déjà je vais pas me sauver moi-même. Et ça nécessite d'aller guérir ces blessures pour retrouver justement cette sécurité intérieure et pouvoir ensuite apprendre la communication bienveillante et parler posément, parler avec le cœur ouvert, trouver les mots justes pour que l'autre ne se sente pas attaqué, mais au contraire écouté et compris. Et toute cette dynamique, quand elle se met en place, ça fait que ben, le partenaire qui, au départ, était en train de fuir, ben, il revient petit à petit parce que justement, il sent que l'atmosphère est complètement en train de changer. Il sent qu'il n'y a plus quelqu'un qui est en train de vouloir le forcer à changer ou quoi que ce soit. Et là, souvent, il y a un truc qui se passe, il y a la magie qui opère en fait. Ouais, mais ça, c'est super important hein, de voir ça parce que c'est vrai qu'on se dit, on fait déjà la démarche pour soi, mais on sait que en faisant, c'est pas seulement mental, c'est-à-dire que quand on commence à se changer profondément, c'est-à-dire à on passait d'un système émotionnel, nerveux, insécure à un système sécure,
eh bien, on change véritablement. On change, comme tu disais, on change l'ambiance, on change la dynamique, on change on pourrait dire l'énergie de la conversation. Enfin, tout autour devient différent. Et donc, des possibilités différentes peuvent se créer pour la personne. Euh, il y a un autre truc sur lequel je voulais qu'on revienne aussi par rapport à la compréhension de ce qui se passe quand on a l'impression de dire ah oui mais moi je veux que ça change, je suis toujours là en train d'entamer la discussion, je suis toujours là en train de vouloir que les choses elles bougent, c'est toujours moi qui vais vers lui ou vers elle. Et il y a une autre chose que toi tu proposes, notamment ceux qui ont vu la conférence d'Aurélie. Si vous ne l'avez pas vue, vous savez qu'il y a une conférence qu'Aurélie donne qui est vraiment très importante, les 4 étapes pour sauver ton couple. Si vous ne l'avez pas vue encore, envoyez-moi un petit message dans les commentaires et je vous donnerai le lien. Vous pouvez marquer conférence dans les commentaires et je vous enverrai le lien pour y accéder. Si vous ne l'avez pas encore vue, il faut absolument la voir. Donc, en attendant, tu parles aussi des activateurs de conflit. Est-ce que tu veux dire quelques mots là-dessus aussi pour qu'on comprenne ou que voilà, qu'est-ce qui peut éventuellement se produire qui fait qu'on a l'impression de toujours vouloir secouer le cocotier et on se ramasse les cocos sur la tête, mais on n'a pas l'impression de faire avancer les choses. On a l'impression qu'en face, il y a quelqu'un qui ne nous répond pas, voilà, qui part, qui se bloque, voilà. Qu'est-ce que c'est ces activateurs de conflit et comment ça marche? Ouais. C'est vrai que bien souvent, si l'autre se braque et se met sur la défensive ou sur l'attaque, parce qu'en fait, il y a de manière générale trois systèmes, trois mécanismes de défense. Tu as le mode attaque, c'est-à-dire tu te sens attaqué donc tu contre-attaques. Tu as la fuite, c'est-à-dire non, non, je rentre pas là-dedans, je me barre. Ou tu as aussi le repli sur soi. Le repli sur soi, c'est pas je fuis, mais en tout cas je me tais, je me recroqueville sur moi-même, et puis du coup on sent qu'on n'a plus accès à l'autre. C'est quand tu dis bah, j'ai l'impression d'être face à un mur notamment. Et donc après, en fonction des situations, on peut soit être dans l'attaque, soit être dans le repli sur soi, soit être dans la fuite. Ça dépend des fois où est-ce que ça vient nous toucher. Mais de Ouais. manière générale, si en face de nous on a une personne qui se ferme, c'est que inconsciemment, on a utilisé un activateur de conflit. Ok, alors avant qu'on continue, j'ai envie d'envoyer un petit message à tout le monde qui nous regarde en live, en replay, et pour essayer de commencer cette réflexion en fait. Donc pense à la dernière fois où tu as essayé d'amener la discussion justement avec ton partenaire ou ta partenaire et que tu as eu l'impression que c'est parti en vrille. Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé au niveau de la réaction? Est-ce que sa réaction, ça a été l'attaque? Est-ce que ça a été le repli sur soi? Est-ce que ça a été la fuite? Pour que tu commences, pour que chacun, c'est intéressant de se poser la question de quelle manière ça s'applique à moi, en fait. De quelle manière ça s'applique à moi. Et peut-être aussi, tu peux réfléchir à, est-ce que moi je le fais, ça? Est-ce que j'ai tendance plutôt à être, comme tu le dis, en contre-attaque? Voilà, c'est du tac au tac, ça monte après, ça monte en tour. Est-ce que c'est plutôt, je fuis, je pars, pouf, il n'y a plus personne. Je vais physiquement, parfois même dans une autre pièce, partir de la maison, ou alors, voilà, complètement sortir de. Ou est-ce que je me replie sur moi, je me recroqueville, je me ressens, j'ai l'impression d'être plus présent, mais parce que je rentre dans ma coquille. Donc Et j'aime bien poser la question aux gens de se ouais, réfléchir, de penser à ça. ouais, donc Moi, je sais que perso, j'aurais tendance à me recroqueviller, peut-être, ça c'est peut-être ma façon à moi la plus courante, on va dire. Si je me sens face à un conflit ou quelque chose qui est difficile pour moi, où il y a un truc à activer, je vais souvent, plus souvent, on va dire, recourir à ce mode de fonctionnement. ça va être le Ouais, mien aussi. En tout cas, par le passé, c'était plus je me renferme sur moi-même et, euh, et je dis plus rien ou j'arrive plus à dire les choses. Ou ça pouvait être aussi de la contre-attaque. Si je me sentais attaquée, euh, c'était effet ping-pong, je contre-attaquais en retour, c'est-à-dire si l'autre me fait un reproche, par exemple, premier activateur de conflit, ben, je trouve ça injuste, ou c'est juste, mais ça me fait chier, ben, je vais dire, ok, tu me reproches ça, bah attends, moi je vais te reprocher ça aussi. Et là, du coup, ça devient une bataille, l'escalade. tu vois, c'est...
Mhm. C'est l'escalade, c'est à savoir celui qui va gagner, celui qui va avoir le dernier mot. Et il n'y a personne qui peut être gagnant là-dedans, parce qu'en fait, il y a juste des cœurs Mhm. qui s'éloignent et qui sont blessés. Donc, les activateurs de conflit, ce qui est vraiment particulier et vicieux, c'est que on a quasiment tous été éduqués aux activateurs de conflit sans s'en rendre compte. Et les activateurs de conflit, c'est ce qu'on appelle aussi la communication violente. Parce que moi, j'ai été formée il y a plus de 10 ans à la communication non violente. Bon, ben, le premier choc que j'ai eu quand je me suis formée à la communication non violente pendant des années, c'est de me dire, en fait, euh, on nous apprend à communiquer de manière violente et on normalise la violence. Ah ouais, totalement. Et c'est pour ça qu'on ne se rend pas compte, parce qu'à chaque fois qu'on dit violence, on pense à la violence physique, mais on ne se rend pas compte à quel point les mots peuvent laisser des séquelles qui sont extrêmement lourdes pour une personne, parce que on peut Vraiment. complètement abîmer la confiance et l'estime de quelqu'un juste avec des mots. Et c'est pour ça que je parle toujours de ce réservoir d'amour, que notre réservoir d'amour, à chaque fois qu'on va utiliser un activateur de conflit, c'est comme si on balançait une pierre dans ce réservoir d'amour et qui va devenir de plus en plus lourd pour nous. Et on va perdre notre confiance, on va perdre notre estime, on va perdre de notre joie. Et des fois, on devient plus que l'ombre de nous-mêmes, voire même on ne sait plus être nous-mêmes tellement on a peur de dire ou de faire les choses. Donc, un premier activateur de conflit que la plupart des personnes utilisent, c'est les reproches. Un deuxième, c'est les jugements. Et un troisième, c'est la critique. C'est les trois principaux, en général, Virginie, qu'on va utiliser dans la communication. Alors, il y en a plein d'autres, hein, parce qu'au total, il y a Mhm. 11 activateurs de conflit. Donc, dans la reliance amoureuse, voilà, on rentre à fond dans la description de tous ces 11 activateurs de conflit, mais sachez que les plus courants, c'est reproche, critique et jugement. Et le truc qui est fou, c'est que on a tellement été habitué à communiquer de cette manière que moi, ça m'arrive au début dans la reliance amoureuse, et les clients me disent, mais je ne vois pas comment je peux dire les choses autrement. Je ne vois pas. Euh, Waouh. et donc, c'est pour ça que c'est un réapprentissage de se dire, mais en fait, il y a la possibilité de dire les choses à la personne que t'aimes sans forcément passer par les activateurs de conflit. Et si tu arrêtes d'utiliser ces activateurs de conflit, tu vas voir que tu vas favoriser l'écoute, la compréhension et le soutien de ton partenaire ou de ta partenaire. Mais c'est important de travailler sur ce déconditionnement. Et Ouais. alors, une petite nouveauté aussi que j'ai envie de rajouter parce que j'en parlais dans le dernier coaching de groupe et j'en parlais aussi en coaching privé à certains de mes clients. Moi qui est installée au Mexique et puis qui a bougé dans le monde, ben, je vois les différences culturelles. Toi aussi, Virginie, tu as pas mal Ah oui. bougé dans le monde, donc tu sais de quoi je parle. Et j'étais en voyage avec mon compagnon dans un autre endroit du Mexique et j'ai eu la chance de rencontrer une Américaine enseignante mais qui s'est mariée avec un Français. Et ses enfants ont été dans le système scolaire français. Et elle me disait mais qu'elle était horrifiée de voir à quel point le français est râleur et extrêmement critique. Elle disait que elle était très peinée de voir souvent ses enfants rentrer à la maison, des fois tristes ou en pleurs, parce que la maîtresse ou le maître a passé son temps à relever uniquement les choses qui n'allaient pas. Et Oh. ça détruit la confiance en soi, ça détruit l'estime de soi. Donc, c'est de se dire aussi que culturellement, il y a tellement de belles choses en France. J'adore mon pays, mais c'est vrai qu'on a quand même une mentalité aussi à être très facile sur la critique, très facile sur les râleries. Mais par contre, quand il s'agit de dire ce qu'on apprécie, là, bouche cousue, rien ne sort. Donc, Mm. faut bien comprendre que il faut passer par un déconditionnement. Il Ouais. faut Et là, apprendre je à voudrais. parler avec le Ouais. corps. Ouais, j'adore ce que tu dis là, et c'est super important ce déconditionnement parce que vraiment, on a du mal à imaginer ça. Parce que j'entends bien que des personnes qui pourraient nous écouter, ou qui sont venues déjà dans les entretiens, qui nous disent, mais je comprends, je sais, hein, je sais que voilà, la critique, le reproche, les jugements, c'est quelque chose que mentalement on comprend.
Et voilà, on peut l'écouter et se dire, ah mais oui, bien sûr, mais c'est une toute autre chose. De l'intégrer profondément et de se déconditionner de ce qu'on a été, en fait, on a été inculqué, en fait, là-dedans. Et vraiment de déconditionner notre être pour qu'il y ait d'autres paroles qui viennent, d'autres façons de s'adresser à la personne qui viennent naturellement, au lieu des choses naturelles qui vont venir et qu'on se dit après coup, quand tu dis des personnes qui disent, bah, je savais même pas, je sais même pas comment faire de différent, parce que ça vient tout seul. Ça vient tout seul. C'est ça le conditionnement. Ça vient tout seul. Donc, se déconditionner, ben, ça prend un certain temps. Hein, tout à l'heure, je parlais justement avec Nathalie, notre spécialiste hypnothérapeute qui intervient aussi dans la reliance. Elle disait que pour changer une façon, pour créer un nouveau sillon neuronal, pour créer quelque chose de différent pour l'être, il nous fallait au moins 3 semaines pour commencer à installer le truc et qu'après, il nous faut minimum 3 mois pour vraiment que ça devienne quelque chose de naturel et une habitude. Donc notre être, voilà, notre façon, notre système, il est organisé dans notre cerveau, dans notre être, a besoin vraiment de ce temps pour mettre en place des choses différentes. C'est pour ça que moi j'adore ce que tu proposes avec la reliance amoureuse, qui est un accompagnement de coaching associé à la thérapie, qui fait que on a vraiment on est aidé, accompagné pour modifier ces façons de faire, ces façons de réagir, ces façons de parler, ces façons de s'adresser à la personne, petit à petit, et les remplacer par d'autres manières qui sont des manières beaucoup plus, qui vont créer l'ouverture du cœur, qui vont créer, voilà, ce que tu proposes, qui vont permettre d'établir un pont, une passerelle avec la personne, et puis de recréer cette harmonie finalement qu'on a tous envie d'avoir, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que dans ce que tu dis, c'est que c'est dur tout seul de faire les changements. Euh, Moi, j'ai déjà tenté plein de fois de faire des choses seule et je souris de moi-même parce que je me connais. Si je vais pas voir mon coach à la salle de sport, ou si je vais pas voir ma prof de yoga, ou si je me fais pas accompagner par quelqu'un, en fait, je vais être de très très bonne volonté en me disant, allez, je vais faire mon yoga toute seule chez moi. Ah bah c'est cool, je vais le faire les 5 premiers jours, et puis après, je vais avoir mon mental qui va m'auto-saboter, qui va dire, oh, fais-le demain. Demain, là c'est pas le bon moment, t'as d'autres trucs à faire. Et puis le lendemain arrive, ah non, mais t'es trop fatigué, tu le feras le lendemain. Et puis le lendemain arrive, et puis il y a encore une petite voix qui trouve un prétexte pour ne pas le faire. Et c'est de voir que euh, changer, ça demande du temps, mais ça demande de la persévérance. Et du coup, seul, on ne se rend pas compte à quel point on est capable de s'auto-saboter et de se convaincre de ne pas aller dans la direction qui pourtant va nous transformer la vie de manière positive. Et donc, c'est pour ça que moi, avant, je faisais tout pour ne pas me faire accompagner. J'étais là en mode non, mais je vais le faire par moi-même. Il y a des outils sur le net, etc. Mais en fait, j'y arrivais pas. Et je me rends compte que les plus beaux investissements, c'est quand j'ai demandé à des spécialistes de m'aider. Et puis là, le changement que j'essayais d'avoir pendant des mois, je l'avais, tu vois, en quelques semaines parce que ben à côté de moi, je me sens soutenue. Il y a une personne qui prend de mes nouvelles, qui me dit où est-ce que j'en suis, qui m'encourage, qui me motive, qui me corrige. Et du coup, mais tu, ton axe de progression, c'est x10. C'est Carrément. x10. Donc, euh, le changement demande du temps, mais par contre, ce qui est extraordinaire, c'est de se dire que aujourd'hui, on a accès à des outils et des connaissances qui peuvent nous permettre de changer notre vie et du coup, celle des personnes que l'on aime en seulement quelques semaines, voire quelques mois. Même pas 6 mois. Même pas 6 mois. Donc, c'est quoi ce temps-là quand tu sais que ça va t'être bénéfique pour le restant de ta vie? Et c'est ça qui est tellement génial aussi, moi, dans mon parcours, c'est que je me suis rendu compte qu'au début, c'est clair que ça demande de l'énergie. Tu sais, c'est comme la première fois que tu vas passer ton permis de conduire et que tu es là dans la voiture
et que tu es trop stressé, ça, c'est lourd, c'est pesant parce que tu dois checker tous les rétroviseurs, tu dois penser Mhm. à débrayer, accélérer, freiner, etc. C'est beaucoup d'informations. Mais en fait, à un moment donné, c'est jouissif quand tu commences à conduire la voiture et tu dis, c'est génial, j'ai même plus besoin d'y penser, c'est en mode automatique. J'ai plus besoin de contrôler mes bras, mon regard, ça se fait naturellement sans que ça me demande un effort. Et ben en fait, c'est pareil dans la reliance amoureuse. La communication authentique et bienveillante, au début, bah ouais, va falloir y aller étape par étape parce que ça va pas être naturel. La gestion des émotions, ça va pas être naturel. Aller guérir ses blessures, prendre conscience de tout ça, ça va pas être naturel. Mais à un moment donné, ça va le devenir et ça va faire partie de nous. Et du coup, quand ça fait partie de nous, il n'y a plus besoin de faire des efforts, c'est quelque chose de complètement naturel et on devient une personne bienveillante par nature. Alors, on n'est pas dans le monde des bisounours, hein. Ça ne veut pas dire que bienveillance, ça veut dire on est gentil, on dit rien. Non, on peut être bienveillant et assertif. Et c'est ça aussi l'équilibre à trouver, c'est de se dire on peut être dans la bienveillance, mais aussi on peut avoir suffisamment de force intérieure et reconnecter à sa confiance et son estime de soi pour savoir dire non, pour savoir poser des limites et fermement. On n'est pas obligé d'être dans la Mhm. dureté, c'est juste on est ferme, Ouais, mais on reste bienveillant. ouais, ouais. Génial. Bon, bah écoute, génial. Merci beaucoup Aurélie pour tout ça. Alors, ceux qui nous regardent en live, en replay, moi j'aimerais bien entendre un petit peu dans les commentaires ce que vous retenez d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous prenez avec vous de tout ce que nous a présenté Aurélie, de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu prends avec toi, quoi, en fait, de cette conversation? Donc, j'aimerais bien voir ça dans les commentaires. Voilà. Ouais, Et si vous sinon, toi, voulez nous Aurélie? dire, si vous Ouais. voulez nous dire si vous vous retrouvez plus dans un profil d'attachement anxieux ou Mhm. fuyant, et votre partenaire vous le ou la trouvez où? Est-ce que vous avez tendance à utiliser les reproches, les critiques et les jugements? Si oui, qu'est-ce que vous avez tendance à dire à l'autre et qui fait que bah, justement ça le renferme sur lui-même ou sur elle-même? Et puis aussi, il y avait quoi d'autre, Virginie? Ah oui, les modes. Est-ce que vous êtes plutôt dans l'attaque, le repli sur soi, ou la fuite? Donc voilà, c'est important parce que c'est des clés de compréhension et qui peuvent faire la différence en fait, qui peuvent vraiment faire la différence pour déjà mieux se comprendre soi, mieux comprendre l'autre et se dire que en fait, en face de moi, j'ai pas un ennemi, j'ai quelqu'un qui a peut-être perdu de vue qu'à la base on était des alliés et qu'on a besoin de refaire alliance. Mais ça aide beaucoup aussi de se dire que souvent en face de nous, on n'a pas forcément quelqu'un de fondamentalement méchant, mais on a quelqu'un qui est blessé et qui tente de se protéger maladroitement, tout comme nous on se protège maladroitement. Et donc l'idée c'est aussi bah, de se dire ben, faisons cette démarche pour retrouver cette alliance et d'arrêter de se percevoir comme des ennemis. Ouais, ça c'est vraiment essentiel. Ouais. Et ça peut Mmh, sauver des couples, ça peut sauver des familles. carrément, carrément. Donc, oui, écrivez-nous un petit peu, dites-nous un petit peu où vous en êtes dans tout ça. C'est vrai que ça fait du bien des fois de pouvoir écrire déjà, même si vous êtes dans une démarche de, voilà, de se poser des questions. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que j'y suis? Mais posez-nous, voilà, envoyez-nous un petit message pour qu'on sache où vous en êtes avec tout ça et qu'on puisse vous accompagner un petit peu sur cette voie. En tout cas, merci beaucoup à toi, Aurélie. Donc, Ouais, comme je l'ai dit avant que vous partiez, tout le monde, n'oubliez pas cette chose importante que si vous n'avez pas encore vu la conférence qu'Aurélie propose, les 4 étapes pour sauver ton couple sans faire 10 ans de thérapie, une conférence en ligne que propose Aurélie, gratuite, enfin, elle est offerte, on va dire. Euh, donc, on va mettre si vous mettez le mot conférence, je vous enverrai personnellement le lien pour que vous puissiez y accéder. Voilà, super. Eh bien, écoute, au plaisir de faire un prochain live avec toi, Virginie. avec plaisir. Bise à toutes ceux et toutes celles qui nous ont vus en live. Notamment, j'ai vu, il y avait Céline, il y avait Samantha. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Euh, Sueño Flamenco, Betia. Ouais, donc
Merci à vous aussi pour vos partages. Et puis, bah, je vous dis à très vite. Bye. À très bientôt. Ciao Aurélie.